Bonjour à tous. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, on a la chance d'avoir un de vos jeunes diplômés, hein, parce que c'est la promotion 2022, qui nous a fait l'honneur de revenir à l'école pour vous raconter son aventure de start-upper dans un domaine absolument passionnant et totalement novateur. Alors, si vous êtes ici, c'est que tout ce qui a trait à l'espace, évidemment New Space, vous intéresse, voire vous passionne. Vous savez qu'on sort de la conférence, enfin pas nous, mais vous avez dû suivre la conférence de Séville des 6 et 7 novembre, hein, qui a... oui, je vous parle, vous avez suivi? Oui, c'est bien. Et donc, qui, justement, a permis de repositionner l'Europe, de redynamiser, notamment en donnant plus de fonds pour Ariane 6 pour qu'on puisse terminer ce projet, mais aussi qui a laissé la part belle à des acteurs du New Space et des startups pour prendre un certain nombre de sujets en main. Et on va voir que, voilà, on va voir tout ce qu'il y a, toute l'étendue du possible, parce qu'on parle souvent des micro-lanceurs, avec notamment Opus Aerospace. On va voir aussi qu'il y a d'autres solutions, il y a beaucoup d'autres choses à explorer dans ces aventures de New Space. Et puis, ce sera l'occasion aussi de parler du dispositif e-Startup avec Anissa qui s'occupe du dispositif à l'école pour vous accompagner, si vous le souhaitez, dans une aventure entrepreneuriale. Alors, même si vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout et de vous lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pendant vos études, vous verrez, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de choses en fait pour vous aider. Et c'est de toute façon une aventure qui vous permet de gagner en compétences. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Tenter l'aventure, elle est appuyée par Anissa pour faire ce challenge. Oui. Alors, voilà. Bonjour à toutes et à tous, vous me connaissez déjà. Pour les Toulousains, pas encore. Je suis enseignante à l'ULS à Paris, mais également depuis cette année, depuis le départ de Madame Corneté, je m'occupe du dispositif PIP Startup. Donc, je suis référente IPSA auprès du PEPIT PEPS, qui est le PEPIT relié à l'Université Paris-Saclay. Donc, si vous avez une idée, un projet entrepreneurial déjà bien lancé, n'hésitez pas à faire appel à moi pour que je puisse vous coacher, vous guider, pour que vous rentriez dans ce dispositif du PEPIT PEPS et pourquoi pas obtenir le statut national étudiant entrepreneur comme a pu l'avoir Thomas il y a 12 ans. Voilà, donc il va vous présenter son parcours. Cette année, on a une promotion de 11 étudiants et étudiantes en 4e et en 5e année à l'IPS à Paris et qui sont aussi bien sûr à l'international et qui développent leur projet entrepreneurial dans le cadre de ce statut national étudiant-entrepreneur et du PEPIT PEPS. Ils ont aussi la possibilité de suivre des cours avec l'Université Paris-Saclay dans le cadre du diplôme d'étudiant entrepreneur, histoire de se rajouter une jolie ligne sur le CV. Voilà, donc je vais laisser la place à Thomas pour vous parler de son expérience. Merci Thomas. Super, merci. Juste la présentation. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Thomas Delon, promo 2022, et j'ai créé Néami. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler de mon aventure entrepreneuriale, par où je suis passé, déjà quel cursus à l'INSA, quel cursus après l'INSA, les erreurs que j'ai pu faire. Je vais vous parler de Néami aussi, donc mon projet entrepreneurial et le fabuleux sujet des ressources spatiales. Ce sujet, je trouve passionnant et j'ai essayé de vous transmettre cette passion-là. Alors, avant de commencer, un petit disclaimer quand même. J'ai 24 ans et j'ai à peine quelques mois officiellement d'expérience entrepreneuriale avec Néami. Donc, je ne vais pas vous donner les conseils de Bill Gates pour réussir votre business. Mais par contre, je pourrais déjà vous transmettre ce qui, depuis 2 ans, ont été mes erreurs et mes apprentissages. Même si vous referez ces erreurs, c'est certain, vous les connaîtrez et vous pourrez peut-être un peu plus rapidement les esquiver.
Alors, pour commencer, ça va bien marcher, super. Mon parcours à l'IPSA. Bon, alors j'ai rejoint l'IPSA en 2017, après le bac, donc post-bac, j'ai fait voilà, ma rentrée en 2017. Je ne sais pas si vous l'avez fait toujours cette photo, quand vous rentrez à l'IPSA, voilà. Donc c'était en 2017. Bon, j'ai fait 2 premières années classiques, hein, prépa intégré. J'ai fait quand même 2 stages, un en première année, un en deuxième année. Chez Denebi, j'ai fait du développement Python à Londres. Et puis chez Thales, où j'ai fait de la maintenance en gros, de leurs produits en deuxième année. Bon. Après, la troisième année, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Vous le savez, hein, peut-être certains d'entre vous sont en troisième année. La troisième année, c'est là où on travaille dur. Le classement, il a une signification, il permet de choisir sa spécialité. Pour ceux qui veulent faire ELS, par exemple, et généralement, il faut être bon il faut avoir un bon classement. Mais aussi, ça permet de choisir la destination à l'international. Moi, je vous avoue, je rêvais du S7, partir à l'international. Et moi, j'avais même un rêve, c'était partir en Thaïlande. J'ai travaillé pour avoir ELS, mais aussi pour partir en Thaïlande. Et puis, en fin d'année civile, fin de semestre, j'apprends la nouvelle, je vais en Thaïlande à l'université de Chula. J'étais refait, vraiment super content. J'allais enfin pouvoir découvrir la culture thaïlandaise, connaître, savoir comment on apprend là-bas, voir de magnifiques paysages. Donc non, franchement, la Thaïlande, j'étais satisfait, vous ne pouvez pas imaginer. Sauf que on est fin 2019 et que il y a le Covid qui est apparu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plutôt passé le S7 dans ma chambre. Bon, je vous avoue que le choc, j'ai pas eu le temps de me mouiller la nuque. On est passé direct de la Thaïlande à la chambre. Bon, on était en guerre, d'après M. Macron. Donc, voilà, il fallait rester chez soi. Malheureusement, je n'ai pas pu partir à l'international. Bon, 4e année, j'ai rejoint la filière ELS. Bon, pour ceux qui sont ELS, il y en a, vous reconnaissez les formules. Si vous ne les reconnaissez pas, il va falloir travailler. Mais globalement, ELS, je mettais enfin le pied dans le spatial, ce milieu qui me passionnait depuis tout le temps. Donc, ça a débouché sur un premier stage, le stage de 4e année chez Arianespace. Chez Arianespace, j'ai travaillé sur le P120C, qui est le propulseur de la future Ariane 6 et de l'actuel Vega C, enfin l'actuel, quand elle voudra bien redécoller. Mais donc le P120C, et donc l'idée, c'était je travaillais sur faire une synthèse du fonctionnement du moteur, ses performances, comment il fonctionnait, etc., pour des formations en interne, mais aussi auprès de l'université. Bon, 5e année, ELS. Bon. Spoiler alert, entre la 4e et la 5e année, il n'y a pas beaucoup de changements. Là, c'est super, j'ai pu faire le PMI, le projet Master IPSA. Et j'étais avec notamment Thomas Artigot et 2 autres personnes, mais donc Thomas Artigot et moi, on a obtenu le statut national étudiant entrepreneur avec notre projet parce qu'on a tout de suite eu l'idée de ne pas faire un simple PMI, mais d'aller un peu au-delà. Bon, de base, c'était exploiter les astéroïdes métalliques et aller récupérer les métaux rares qu'il y avait dessus et les ramener sur Terre. Je vous dis ça parce que ça a un peu changé, mais je vous en reparlerai après. Bon, donc super, j'ai fait ce PMI. Là, encore une fois, je ne suis plus sur le parcours académique, le parcours entrepreneurial, j'y viendrai après. Ensuite, alors on n'est pas travaillé chez SpaceX, mais j'ai travaillé sur les fusées réutilisables quand même. C'était chez Ariane, et vous me dire, mais il n'y a pas de fusée réutilisable chez Ariane. Non, en effet, pas encore. Mais par contre, ils s'intéressent au sujet. Donc j'ai étudié les lanceurs réutilisables, leurs coûts, quels avantages ça avait, clairement, en termes de coûts. C'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que ça dépense beaucoup la cadence de tir. Et puis, j'ai étudié comment ça se passait, le process pour pas détailler, mais pour remettre en état les lanceurs. Bon. Ensuite, suite à ça, j'étais diplômé, papa, maman était content, super, investissement réussi, on a le diplôme. Bon, maintenant, quel était mon parcours après tout ça? D'abord, la question elle se posait surtout pendant mon stage de fin d'études. Donc là encore, c'est le futur lanceur réutilisable d'Ariane Group, tennis, du CNES. Et donc en fait, ça a été assez décisif. J'ai rejoint Ariane Group, qui est un grand groupe industriel, et pour être honnête avec vous, ça ne m'a pas particulièrement plu. J'étais un fanat spatial, pour moi, bosser sur les fusées, c'était le goal ultime.
j'allais accomplir mon rêve chez Ariane Group, bah, finalement, j'ai vu tout un autre décor. Alors, l'idée, avec ce que je vous dis, c'est pas du tout de détériorer Ariane Group, hein. C'est juste que l'image que je m'en faisais n'était pas vraiment celle que j'ai pu découvrir. C'est des processus lents, c'est des équipes qui vont, excusez-moi, hein, mais qui vont pas très vite dans les processus, hein, et qui sont vraiment pas agiles. Et c'est quelque chose qui m'a pas vraiment plu. Donc, bah, j'avais continué Minéo, parce que ça s'appelait Minéo à l'époque, et non pas Néaline. Et donc, j'avais continué Minéo avec Thomas Artigot et avec le statut national étudiant entrepreneur et Pépite, on avait eu tout un tas d'accompagnements. Et la question se posait, du coup, est-ce que je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bah, l'IPSA, c'est super, hein, j'ai pu découvrir le spatial, mais finalement, côté entrepreneuriat, management, un peu moyen. J'ai pas eu. Non, enfin, je vais dire. Attendez, me faites pas dire. Je vois Anissa qui fait une, qui fait une tête. Non pas que c'était. Mais enfin, je veux dire, on a fait une spécialité dans l'entrepreneuriat à l'IPSA de base. Et je ne veux pas du tout détériorer une startup qui a été formidable et je vous en reparlerai par la suite. Mais du coup, bah, l'idée, c'était essayer de combler ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint l'ISEE Super-Héros pour un Master Spé dans le management de l'innovation et l'entrepreneuriat. Qui m'a permis du coup d'avoir ce côté un peu plus management, un peu plus entrepreneurial. Suite à ça, j'ai refait un stage de fin d'études, hein, et là on approche de la date actuelle, c'était cette année d'avril à septembre, et j'ai travaillé chez Air Liquide, un grand groupe industriel, 6 fois plus gros qu'Ariane Group. Vous allez dire, mais c'est pas logique, il a payé Ariane Group, il a payé les grands groupes, pourquoi il est dans un groupe 6 fois plus gros? Bon. En réalité, c'est parce que j'aime un peu le challenge et puis surtout, c'était sur des sujets qui me passionnaient et qui étaient en lien avec l'IALI. C'était les ressources spatiales, c'était l'économie lunaire. En particulier, hein, et comme vous pouvez le voir sur les 3 images, j'essaie de l'illustrer autant que je peux, j'ai travaillé d'un point de vue vraiment analyse marché, les futurs besoins pour la production et le stockage d'énergie sur la Lune, les futurs besoins de ravitaillement d'ergols et notamment d'ergols cryogéniques en orbite, et puis la production d'ergols directement sur la Lune ou sur toute autre corps céleste. Bon, je vous ai parlé là de mon parcours académique. Avant de vous parler de mon parcours entrepreneurial, j'aimerais vous parler de l'ISRU, c'est-à-dire l'utilisation des ressources spatiales. Alors, l'ISRU, qu'est-ce que c'est? Vous voyez cette image? Je ne vais pas du tout vous dire que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune, hein. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on va retourner sur la Lune. Vous le savez peut-être, les missions Artemis, il y a même le programme chinois avec ILRS, l'International Lunar Research Station. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller poser le pied sur la Lune, et ça de manière durable. Cette fois, c'est plus planter un simple drapeau. C'est ce que j'ai voulu illustrer là. On ne va pas planter un drapeau et repartir. Là, l'idée, c'est d'avoir une base établie et de pouvoir y vivre peut-être même constamment. Alors, pour ça, ça va nécessiter beaucoup d'infrastructures, hein. On va avoir besoin de beaucoup de Starship, hein, d'Elon Musk, et puis d'autres véhicules, mais il va falloir emmener des habitats, il va falloir emmener des panneaux solaires. Bon, ça va coûter super cher. Je vous en parlerai après, mais accéder au sol lunaire, ça coûte super cher. Alors l'idée, et l'ISRU, c'est ça, c'est créer les ressources directement sur place. Pourquoi amener des trucs depuis la Terre, alors que finalement, on peut les créer avec ce qu'il y a sur place? Du coup, c'est ça, c'est l'Institute Resources Utilization. C'est ça, ISE. Et alors, pour vous en parler un peu plus, de quelles ressources est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de ressources spatiales? Parce que là, je vous ai dit un peu, je vous ai tout dit, mais je ne vous ai rien dit dessus. Les ressources spatiales, c'est d'abord regarder ce qu'il peut y avoir sur la Lune et sur d'autres corps célestes. Et on parle généralement de. On parle aussi de métaux classiques, mais aussi de métaux rares, peut-être que sur la Lune, mais sur d'autres lacs. Et on peut en faire tout un tas de choses vraiment formidables. L'eau, vous le savez peut-être, on peut l'électrolyser. On a de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène, ça permet de faire, par exemple, du dioxygène. Donc super pour permettre à Thomas Pesquet de respirer comme ça sur la Lune. Mais aussi de faire du fuel pour fusée. Alors, le mélange LOX-LH2, donc c'est-à-dire oxygène liquide, hydrogène liquide, n'est pas énormément utilisé pour des raisons techniques, mais l'oxygène, en tout cas, est utilisé avec du méthane ou de l'hydrogène. Et donc, on peut fournir du fuel pour les futures fusées grâce à l'eau ou grâce simplement à l'oxygène qui peut être extrait. Et ça peut aussi permettre de faire des infrastructures. Là, on a une petite maison en construction. Bon, on peut faire des bases, on peut faire des panneaux solaires, on peut faire tout un tas de composants métalliques
grâce aux ressources qu'il peut y avoir directement dans l'espace. Pour arriver donc jusque-là, vous vous doutez bien que au prix actuellement, alors c'est approximatif, hein, on n'a jamais vraiment chiffré le truc, mais pour aller sur la Lune et pour emmener 1 kilo sur la Lune, il faut estimer à peu près 1 million d'euros. Vous imaginez, emmener tout ça sur la Lune, là on est facile sur sur la centaine de tonnes, bon, on est sur la centaine de milliards de dollars, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient chauds de mettre autant d'argent. Et c'est là en fait où il y a tout l'intérêt des ressources spatiales, c'est au lieu de tout amener depuis la Terre, on peut les utiliser sur place et donc faire en fait des économies. Alors certes, c'est la machine qui va extraire la ressource, qui va la transformer, elle va coûter cher, mais la ressource, elle sera directement sur la Lune et il n'y a plus besoin d'envoyer une fusée de 2 tonnes pour en récupérer 20 tonnes en orbite lunaire. Alors maintenant, de quelles ressources on parle et surtout où est-ce qu'on les trouve? Je vais essayer de faire ça un peu collaboratif. Soyez participatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur la Lune selon vous? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la Lune? De l'eau au pôle. Tout à fait, ouais, de l'eau au pôle. On peut trouver. Est-ce que tu sais pourquoi au pôle en particulier? Oui, parce que les cratères ont une huile constante et du coup le soleil n'évapore jamais l'eau. Exactement, c'est ça. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres exacts, mais l'idée restera la bonne. Sur la Lune, le soleil est constamment, en tout cas, une alternation de 14 jours et demi. Il y a tout le temps le soleil et tout le temps la nuit. On passe de, en gros, 150 degrés à moins 150 degrés tous les mois. Bon, l'eau qu'il y a en surface, évidemment, elle s'est complètement évaporée quand il fait 150 degrés. Par contre, au pôle lunaire, il y a les astéroïdes qui ont formé la Terre, et ils ont aussi formé la Lune, et ils ont fait tous les jolis cratères qu'on voit sur la Lune, mais ils en ont fait au pôle. Et au pôle, il y a de l'ombre permanente, ce qu'on appelle les PSR, les Permanent Shadow Regions, qui sont notamment au pôle sud, avec une forte concentration en eau. Donc il y a les agences spatiales qui s'en intéressent énormément. Est-ce que quelqu'un a une autre idée d'autres ressources qu'on peut trouver sur la Lune? À part l'eau. Des métaux, ouais, de quel genre? Est-ce qu'on peut trouver de l'or? Est-ce qu'on peut trouver... Ouais. C'est des métaux plus classiques, donc ouais, on peut en trouver. On peut trouver de l'aluminium, du fer, ce genre de métaux-là qui sont assez basiques, mais avec lesquels on peut déjà faire pas mal de trucs. Ouais. Est-ce que j'ai une main là-bas se lever? Est-ce que... Métaux aussi? Ouais. De quoi, pardon? De l'ozone, peut-être? De l'ozone, alors, je ne crois pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais je ne vais pas trop m'avancer, mais il ne me semble pas. On peut trouver aussi d'autres sources. Alors, on a cité l'eau, on a cité les métaux, et je précise classique, hein, c'est pas pour rien. On peut trouver de l'oxygène. Alors, je vous ai dit, oui, l'oxygène, on peut le trouver à partir de l'eau, mais on peut aussi le trouver dans les roches. Les roches sur la Lune, c'est finalement de l'ilménite, du pyroxène, de l'olivine, enfin des roches, des minerais, on va dire, assez classiques par rapport à ce qu'on peut trouver sur Terre. Et il y a de l'oxygène dedans. Donc si on arrive à extraire l'oxygène de cette roche, on n'a même pas besoin d'eau, on peut déjà extraire de l'oxygène. L'oxygène qui, je vous rappelle, peut servir, évidemment, faire de l'air pour les astronautes, mais aussi faire du fuel pour les fusées. Alors bon, voilà, comme je vous disais, on peut en faire beaucoup de choses, et d'après les estimations, alors évidemment, personne n'a de boule de cristal, et surtout pour les prochaines slides, je verrai, personne n'a de boule de cristal, les dates que je dis n'engagent que moi, mais on estime à peu près que l'ISPU sur la Lune, on va pouvoir le faire à partir de la décennie 2030. Les premières missions, en tout cas, visent début 2030. Alors, les ressources, on peut aussi les trouver sur les astéroïdes. Alors, pour le dire, les astéroïdes, on peut trouver, là encore, hein, de l'eau, de l'oxygène, on peut trouver des métaux, on peut trouver des métaux rares, mais je ne fais pas la devinette là pour ce coup-là, parce que c'était un peu de la répétition, à l'exception qu'on parle vraiment de métaux rares. Hein. Sur les astéroïdes, en effet, il y a à peu près 5% des astéroïdes qui sont métalliques, et sur lesquels il y a des fortes concentrations, en tout cas, on imagine qu'il y a des fortes concentrations de métaux rares, des métaux platinoïdes, de l'or, et toutes autres sortes de métaux qui sont indispensables aujourd'hui sur Terre pour tout ce que vous avez dans votre poche ou devant vos yeux actuellement, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Donc, on peut en faire énormément de choses, de toutes ces ressources sur les astéroïdes, et notamment les ramener sur Terre. C'était l'idée initiale de Minero. Il y en a encore qui pensent pouvoir le faire. C'est une réalité, en tout cas, c'est une possibilité. On peut aussi en faire d'autres choses, et là, je vais me répéter, du fuel, de l'oxygène et des infrastructures.
Là, les astéroïdes, c'est un peu plus, voilà, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'on va aller chercher des ressources sur un astéroïde, mais globalement, ce qui est en adéquation avec les agences spatiales et leurs programmes, c'est à peu près 2035. Alors, on peut aussi trouver Mars. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on peut trouver sur Mars comme ressource? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme ressource sur Mars? Personne n'a d'idée? Allez, je t'en prie. Je crois qu'il y a des poches, encore une fois, d'eau souterraine, potentiellement, et la rigoïde qui est comme pour l'Asie. Alors, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est, à ma connaissance, c'est difficile de savoir s'il y a des poches d'eau, dans quelle concentration. Déjà qu'on a un peu du mal sur la Lune. Donc, je ne vais pas vraiment en parler là, de l'eau sur Mars, même si c'est vrai, c'est une possibilité. Il y a évidemment la roche de Mars, pareil, on peut trouver de l'oxygène dedans, mais là, c'est un peu moins, on va dire, un peu moins plébiscité. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle la planète rouge Mars? C'est parce qu'il y a pas mal de fer. Enfin, désolé, j'ai fait la question et la réponse en même temps. Et on peut trouver pas mal de fer sur Mars. On peut trouver aussi d'autres métaux. On peut trouver aussi de l'oxygène. Donc, comme tu disais, avec le minerai qu'il y a sur Mars, aujourd'hui, par exemple, le rover Perseverance est équipé d'un petit équipement qui s'appelle MOXIE et qui a produit déjà quelques grammes d'oxygène sur Mars. Donc, on a déjà produit de l'oxygène sur Mars. C'est une réalité. Bon, maintenant, il faut juste le faire en quantité industrielle pour remplir le Starship, c'est-à-dire quelques centaines de tonnes, et non pas quelques grammes. Mais c'est un détail. Au moins, on sait que c'est faisable, et maintenant, c'est plus qu'une question d'ingénierie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, là-dessus, je ne vais pas encore me répéter, mais des infrastructures, du fuel, de l'oxygène, du dioxygène. Et là, Mars, alors bon, je ne vais pas vous dire non plus quand est-ce qu'on va mettre le pied sur Mars, mais bon, on peut imaginer 2045-2050 comme quelque chose d'à peu près fiable. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je crois que la Chine a dit que pour les 100 ans du Parti communiste chinois, ils voulaient être sur Mars. Ça tomberait pour 2049. Ça tomberait à peu près dans ces estimations-là, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Désolé. Et puis, bon, il y a plein d'autres trucs qu'on peut aller chercher dans l'espace. Vous le voyez là en bas, il y a des débris spatiaux. On a déjà amené des trucs dans l'espace. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en resservir, les recycler, tout simplement, vraiment juste s'en resservir? Ça peut être une opportunité. En réalité, quand on regarde le volume de débris spatiaux, vraiment en tonnes qu'il y a en orbite, c'est encore un peu léger pour justifier une exploitation rentable. Mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas? Et puis, bon, là, est-ce que quelqu'un reconnaît peut-être ce que c'est? Non, Titan. On a quelqu'un qui est fort. Hein. Tu es en OLS, tu vas y aller. Non, je suis en première année. Bah, pas mal. Donc, en effet, c'est Titan. Du coup, Titan, lune de Saturne. Et sur Titan, c'est formidable, il y a des océans de méthane. Alors, je vous parlais de l'oxygène, du mélange oxygène-hydrogène, mais il y a le mélange, et notamment pour le Starship, c'est oxygène-méthane. Alors, imaginez qu'on arrive à chercher le méthane qu'il y a sur cette lune-là et à s'en servir comme carburant. Ce serait absolument formidable. Donc, c'est encore des ressources à aller exploiter dans le système solaire. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je ne vais pas me répéter. Et puis, bon, les prévisions, je ne me trompe pas trop, mais 2050 plus, ça veut dire que ça peut être 2500 comme 2050. Voilà. Mais globalement, un jour, on y arrivera peut-être. Bon, l'idée, là, c'est pas de faire tout un cours sur les ressources spatiales, même si je pourrais, et l'envie est débordante pour moi d'en parler plus. Mais globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que les ressources spatiales, c'est fabuleux. Il y a des enjeux éthiques. Bah, déjà, est-ce que c'est vraiment éthique d'aller chercher des ressources au-delà de la Terre? Il y a des enjeux évidemment juridiques. Est-ce qu'on peut s'approprier les ressources qu'on va aller chercher sur la Lune, sur des astéroïdes? Est-ce qu'on peut... enfin, il y a des enjeux évidemment géostratégiques et géopolitiques, des enjeux environnementaux, parce que, alors, je ne veux pas faire du greenwashing avec ça, mais globalement, en utilisant des ressources directement dans l'espace, on envoie moins de fusées. Une fusée, c'est pas... Aujourd'hui, le trafic spatial, c'est pas ce qui pollue le plus et qui met le plus de CO2 dans l'atmosphère, mais ça a un impact quand même. Donc, ça peut avoir finalement un impact positif. Et puis, un impact économique, évidemment, on parle d'une économie qui serait valorisée à des milliers de milliards de dollars. Alors, maintenant, je vais vous parler de Néamine. Et après, je finirai avec mon parcours entrepreneurial. Néamine, bon là, je ne vais pas vous faire un pitch de 100 ans. L'idée, c'est juste que je vous parle vite fait de ce qu'on fait. De base, notre idée, c'était d'aller exploiter les métaux sur les astéroïdes. Au final, et j'en reparlerai, on a un peu pivoté,
est super important quand on entreprend. Et on s'est intéressé un peu plus à l'oxygène. Je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'oxygène, c'est parce qu'en fait, c'est un besoin dont on va avoir besoin d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, et puis en réalité, quand on regarde la mission Artemis 3 qui va ramener les premiers astronautes sur la Lune, le Starship, il va devoir faire du ravitaillement en orbite. On va envoyer plusieurs Starships en orbite, et avec le fuel qui reste dans chaque Starship, on va en remplir un qu'on ira amener sur la Lune et qui pourra redécoller. Et bien, cet oxygène, on va l'amener depuis la Terre, et pourquoi pas l'emmener directement, ou alors le charger directement sur la Lune. Et ben, c'est un marché sur lequel on se positionne, nous, celui de la production d'oxygène sur la Lune, et surtout sur les astéroïdes. Vous allez me dire, mais les astéroïdes, c'est super compliqué, c'est plus loin, et puis on les connaît moins, et vous avez tout à fait raison en disant ça, tout à fait raison, sauf sur un point, ils sont certes très bons, mais des fois ils passent aussi très proches. Et c'est parfois plus facile d'aller faire un rendez-vous avec un astéroïde que d'aller se poser sur la Lune. Et je ne vous en parle même pas pour en revenir. Aller revenir d'un astéroïde, ça coûte beaucoup moins avec ceux qui sont familiers avec cette notion de delta V qu'on utilise dans le spatial, et un delta V plus faible quand on veut aller vers un astéroïde et en revenir plutôt qu'aller sur la Lune. Et donc, du coup, ça a un avantage parce qu'on peut, pour une même production, si on produit, je ne sais pas, 50 tonnes sur la Lune et 50 tonnes sur un astéroïde, et ben on va pouvoir en ramener quoi, 2-3 tonnes en orbite terrestre, par exemple, si on est dans le cas lunaire, alors que sur un astéroïde, on peut en ramener peut-être 25 tonnes. Donc, avec la même production, on peut en ramener beaucoup plus. Donc, soit en ramener beaucoup plus, soit vendre la même quantité beaucoup plus cher. Donc, du coup, les astéroïdes, moi, je pourrais là encore vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Maintenant, comment est-ce qu'on veut le faire? Comment est-ce qu'on extrait de l'oxygène? L'oxygène, il n'est pas dans l'atmosphère, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur les astéroïdes et ni sur la Lune. L'idée, je vous en ai parlé, c'est qu'il y en a dans les minéraux, sur la Lune, et puis aussi sur les astéroïdes. L'idée qu'on a, nous, c'est d'utiliser de la pyrolyse solaire. En gros, la pyrolyse, c'est faire chauffer une certaine ressource pour pouvoir extraire à haute température des gaz qui viendraient s'échapper, notamment l'oxygène. Alors, ce concept, il a déjà été un peu étudié, mais on lui préfère d'autres alternatives pour le moment. Des solutions avec du sel fondu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Nous, l'idée qu'on a, c'est d'utiliser la pyrolyse solaire. On va prendre les rayons du soleil, les faire converger, faire chauffer la surface. Super simple. Et puis, en fait, ça a pas mal d'avantages. C'est que déjà, on ne consomme pas d'électricité. Finalement, on va utiliser directement les rayons du soleil. C'est une complexité qui est réduite. Je ne vous dis pas que c'est simple, loin de là, mais une complexité un peu réduite par rapport à ce qui peut se faire d'autre. C'est un rendement très intéressant, puisque c'est aller directement prendre les rayons du soleil et faire chauffer le réseau du avec, il n'y a pas de transformation d'électricité. Et puis, il y a de nombreux spin-offs, des applications à court terme, parce qu'en fait, faire de la pyrolyse solaire, ça s'appelle un four solaire. Et un four solaire, ça peut être utilisé pour plein de choses. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de spin-off, en gros, c'est des applications à court terme d'une technologie. C'est quelque chose qui est beaucoup fait dans les entreprises de la deep tech, donc ça comprend les entreprises du New Space, du quantique ou d'autres, qui ont des temps de développement assez longs. Alors, bon, avec tout ça, voilà à quoi vous dites, à quoi est-ce que ça va ressembler un rendez-vous avec un investisseur avec ce que je vous dis. Il est dit qu'on va produire de la ressource avec une machine qui va coûter super cher. Donc en fait, ce qu'on va demander, c'est bonjour, est-ce que vous n'avez pas quelques centaines de millions d'euros? Peut-être que dans 10 ans, vous les retrouverez. Je ne suis pas sûr que ça leur plaise. Je pense qu'ils seront un peu dubitatifs et à juste titre. Et là-dessus, j'aimerais vraiment, et je pense que pour tous ceux qui ont un projet spatial, ou si un jour ils sont amenés à avoir un projet entrepreneurial dans le spatial ou dans la deep tech, ça c'est vraiment super important, c'est l'importance de ces spin-offs, de ces applications à court terme. En fait, c'est super bien parce que ça permet d'avoir du premier chiffre d'affaires, donc déjà de réduire les risques de votre startup. L'investisseur, il va investir et il saura que vous avez déjà un peu d'argent qui rentre dans vos caisses. Ça va un peu solidifier votre business, sans vous dire qu'il va investir les yeux fermés, mais en tout cas, il sera un peu plus tenté de le faire. Et donc, c'est un moyen de lever, par exemple, davantage de fonds. Alors, c'est pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que finalement, c'est un constat. Aujourd'hui, toutes les entreprises, enfin, allez, une grande majorité des entreprises qui font du hardware dans le spatial, aujourd'hui, ils ont des spin-offs, ils ont des applications un peu plus court terme de leur technologie
initiale. Vous connaissez peut-être Exotrail. Exotrail, ils ont pour objectif d'être le logisticien de l'orbite terrestre. Alors, eux, avant de faire leur moteur électrique, de faire leur véhicule, ils ont commencé par le Space Studio, qui est un système qui permet de manager toute une flotte de satellites en orbite. Vous connaissez peut-être The Exploration Company. The Exploration Company, eux, c'est la logistique lunaire. Ils veulent faire les allers-retours vers la Lune, envoyer des humains dans l'espace, etc. Par quoi ils commencent? Ils vont commencer par une capsule, parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin ultra pressant d'amener de manière souveraine des astronautes européens dans l'espace. Et boum, et ils ont décroché un contrat de 100 millions là, récemment avec Axiom Space, que vous connaissez peut-être, qui va faire station spatiale en orbite quand l'ISS ne sera plus là. Bon, en réalité, il y a plein d'autres cas, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Maintenant, parlons vraiment de mon parcours entrepreneurial et ce pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est Néamine, et donc Minéo, comme ça s'appelait d'abord, est né d'un PMI. Donc, on a été accompagné évidemment avec le dispositif Startup. On a rejoint le PEPIPEPS, donc le réseau des entrepreneurs de l'écosystème parisien géré par FCAPLay, et on a pu participer à des premiers concours. Et là, l'aide de Startup, et notamment de Valérie Cornetet, qui à ce moment-là était notre interlocutrice directe, ça a été vraiment super enrichissant. Elle a pu nous faire travailler notre pitch, comment voir notre business, comment en parler, et tout ça toujours avec une façon de toujours poser une question qui nous fait nous-mêmes réfléchir et nous-mêmes avoir la réponse. En fait, elle ne disait pas faudrait que vous fassiez ceci, il faudrait que vous fassiez cela. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Et donc derrière, on se dit, ouais, mais en fait, la solution vient de soi-même. Et quand la solution vient de soi-même, généralement, on l'adopte un peu plus souvent. Et c'est quelque chose qu'elle avait fait et elle nous a énormément aidé. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait avec le dispositif Startup. Ça permet de vous accompagner dans vos débuts entrepreneuriaux. Et donc, ça nous a permis de gagner le premier concours auquel on a participé, qui était le concours Petit Lucé. Par la suite, il y a d'autres concours qu'on a fait, vous en reparler. Mais entre-temps, après le PMI, Minéo est devenu Néami. On a changé de nom, changé de logo. Aujourd'hui, ça reste Néami. Peut-être que ça ne restera pas, mais en tout cas, c'est pas prévu jusqu'à présent. Et on a pu toujours bénéficier de l'accompagnement Startup, alors qu'on était en stage de fin d'études. Moi, personnellement, j'étais à Bordeaux, mais je continuais quand même à avoir cet accompagnement-là, ces conseils, et puis aussi le PEPIPEPS, qui avait tout un tas de formations sur différents sujets, qui étaient super enrichissants. On a pu aussi avoir l'aide de Sébastien Forest. Sébastien Forest, c'est qui? C'est un business angel, fondateur de Allo Resto. Vous connaissez peut-être Just Eat. Allo Resto, c'est l'ancien nom, et c'était le fondateur de cette entreprise. Et on a pu gagner cet accompagnement avec le précédent concours dont je vous ai parlé. Et donc, en fait, suite à ça, on a recruté une équipe. Recruter encore un meilleur grand mot, puisque personne n'est payé actuellement au sein de Néamine. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Et on en reparlera peut-être si vous avez des questions à ce sujet. Et donc, on a accueilli Luc, Joshua, Vincent dans l'équipe. Alors, suite à ça, on se posait la question, et je vous en ai parlé un peu, c'est on veut continuer l'entrepreneuriat, mais on avait ces lacunes côté entrepreneuriat, management. Moi, je n'avais pas fait la filière MPM ou MPI, donc voilà, j'avais un peu ces lacunes-là et j'en étais conscient. Et donc, il y avait deux options qui se présentaient à nous. Vous connaissez peut-être l'entreprise Starburst. Starburst, c'est une société qui fait à la fois du conseil, à la fois de l'accélération de start-up dans les domaines de l'ASD, c'est-à-dire aérospace, spatial, défense. Et donc, on avait cette possibilité-là de rejoindre leur programme Blast, et on avait l'autre opportunité, c'était rejoindre Super Hero pour faire un Master Split. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas choisi. En fait, on a lancé... il fallait s'inscrire donc on a commencé les dossiers pour aller Super Hero, mais en même temps, on a eu la réponse de Starburst qui nous acceptait. Donc, on se retrouvait un peu embêté avec les deux à la fois. Bon, on avait déjà payé une année dans cette école toulousaine, donc on s'était dit, on va quand même aller jusqu'au bout là-dessus, et on s'est dit, on va bénéficier de l'accompagnement de Blast au début. Alors, c'était sur le papier une bonne idée, mais en réalité super difficile à appliquer parce que l'accompagnement de Starburst, c'est 3 mois où votre projet est complètement accéléré, on vient vous challenger dans tous les sens, votre pitch est retravaillé, votre pitch est déjà devant des investisseurs et autres. Et en fait, tout ça, c'est avec des coûts qu'il y a en région parisienne.
Nous, on était donc à Toulouse. C'était un peu difficile de pouvoir suivre tout ça. Bon, du coup, on peut dire qu'on a fait un peu plus de super-héros, plus que de Blast avec Star Wars. Bon, entre-temps, on a participé à d'autres concours. Il y a eu l'Excellence Club Aerospace, il y a eu le prix Pépite. Le prix Pépite qui nous a permis d'avoir notamment aussi des premiers sous, qui nous permettent encore aujourd'hui de faire quelques dépenses nécessaires pour notre entreprise. Alors, pour parler là, vite fait de notre accompagnement, du coup, à Toulouse, et désolé, je ne vais pas en faire la promo d'une école concurrente, et donc un super-héros, ça nous a... Complémentaire. Complémentaire, exactement. Globalement, notre business plan, il a été vraiment challengé. Et ça, c'est quelque chose, et j'y reviendrai encore après, c'est super important, c'est d'accepter la critique de son projet, et puis surtout, savoir en tirer le meilleur. On s'est fait tirer dessus, mais alors vraiment, votre projet c'est impossible, mais votre marché c'est irrationnel, machin. Donc on était sur les métaux, ramener les métaux des astéroïdes à ce moment-là. On a basculé un peu grâce à ce challenge vers l'oxygène, et produire de l'oxygène directement dans l'espace. Et ça nous a permis d'y voir un peu plus clair sur notre sujet, et je vous en parlerai par la suite. On a pu en parler avec des experts à l'ESA, des experts à l'international sur les ressources spatiales, qui nous ont bien confirmé que c'était peut-être plus une meilleure voie de partir sur l'extraction d'oxygène plutôt que celle des métaux. Bon, ça nous a apporté énormément de choses. On a pu faire un démonstrateur qui nous a permis d'extraire. En gros, globalement, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une lentille de Fresnel, comme vous voyez là, une chambre à vide, un creuset, et on vient choper ce qu'il y a dans le creuset avec cette lentille et faire converger les rayons du soleil dedans et faire choper les trucs. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est faire exploser un caillou qui nous a permis de démontrer finalement qu'on a réussi à extraire de l'oxygène de manière non contrôlée, certes, mais on a réussi à extraire de l'oxygène d'une drogue. Donc, c'était déjà une première milestone. Bon. Par la suite, et surtout, là, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, on en arrive à peu près à là. Je vous ai parlé de mon stage que j'avais fait après ce Master P chez Air Liquide. J'ai pu en apprendre beaucoup plus sur les marchés de l'ISRU, et donc ça m'a permis là aussi d'avoir des compétences solides pour y aller. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et surtout où est-ce qu'on va? Alors aujourd'hui, je ne veux pas m'avancer, mais on est en discussion avec le CNES et l'ESRIC. L'ESRIC qui est le Centre européen d'innovation des ressources spatiales, qui est en gros une branche de l'ESA, spécifique, qui a une spécificité pour les ressources spatiales. Et on est en discussion avec les deux parce que les deux ont un programme d'accompagnement de start-up pour lequel on pourrait éventuellement bénéficier. Donc ça, ce serait début 2024. Alors, les prochaines échéances, c'est quoi aussi? C'est bien joli d'entreprendre, mais c'est mieux quand il y a de l'argent. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher et aller faire notre première levée de fonds. Ça, normalement, c'est prévu pour les prochains mois, c'est en cours, et on devrait essayer de lever nos premiers fonds. Et puis, évidemment, c'est continuer notre avancée technologique. Là, vous voyez, donc, le premier démonstrateur, on a un miroir parabolique d'1,50 m de diamètre qui nous permet de faire, avec une puissance un peu meilleure, des premiers tests aussi, et de faire la maturité de la techno qu'on veut faire. Du coup, voilà sur mon parcours entrepreneurial, mais du coup, s'il me fallait résumer le truc et surtout en retenir qu'une chose, ce serait cette slide-là. Et vraiment, j'attire votre attention dessus. C'est, je pense, super important, les erreurs qu'on a faites, et ayez bien conscience que s'il y a des entrepreneurs parmi vous qui veulent se lancer, je vais vous en parler, vous allez peut-être vous en souvenir, vous allez faire ces erreurs, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de meilleure école que celle qui permet d'expérimenter les choses. On expérimente les erreurs pour plus les faire. Je vais vous en parler. L'idée, c'est quand même que ça puisse vous donner un petit déclic et vous faire réaliser plus rapidement à l'avenir que vous êtes peut-être dans une impasse. Alors, premièrement, premier conseil, soyez passionné par votre sujet. C'est super simple, mais aujourd'hui, moi, si je n'avais pas une détermination sans faille pour aller chercher des ressources sur des astéroïdes et une passion pour le spatial, ça ferait super longtemps que j'aurais abandonné. On m'a mis, mais alors, en pleine poire, des hypercubes de partout, à la fois d'experts du domaine et aussi de pas experts. Je peux vous dire qu'il faut être accroché.
pour faire face à tout ça et pour surtout savoir ensuite réorienter son activité. Aussi, un conseil, et vous verrez, il y a une sorte de petit code couleur. Hein. Là, on est plus sur de la couleur un peu jaune, marron. Et puis, on passera sur du bleu. Ce que ça veut dire, ce code couleur, ça veut dire que là, les premiers que je vous donne avec cette couleur-là, c'est applicable à tout type, on va dire, de projet entrepreneurial. C'est soyez passionné par ce que vous faites. Si vous êtes passionné par les biotechnologies, vous êtes peut-être trompé d'école pour la biotech, mais en tout cas, là, vous serez vraiment bien pour lancer votre startup dans les biotechnologies. Donc, en fait, un autre truc, c'est penser marché plutôt que solution. C'est super, on est des ingénieurs, super bien formés, mais on est super bien formés pour trouver des solutions. Trouver des solutions, on s'en fout du prix, on s'en fout du marché qu'il y a derrière, on n'est pas dans une école de commerce, on résout le problème, peu importe comment. Donc, c'est super, hein, ça permet de faire beaucoup de choses, mais derrière, un business qui ne s'intéresse pas au marché, ça ne marche pas. Et donc, plutôt, si vous allez voir quelqu'un qui rencontre des problèmes dans la vie de tous les jours, par exemple, je ne sais pas, il a du mal pour garer sa voiture, c'est super compliqué, bah, pourquoi pas développer une boîte qui fait de l'IA pour voir où est-ce qu'il y a des places de parking dans une ville vide, et hop, il y va plus rapidement, enfin voilà. Et il faut penser au marché, vous êtes sûr, vous êtes même sûr et certain, dans ce cas-là, de répondre déjà à un besoin. Alors que si vous pensez à la solution qui est je veux faire le Concorde en 2 fois plus rapide, bah, c'est super, vous ferez un super avion qui va aller super vite, mais derrière, vos billets ils coûteront beaucoup trop cher, l'avion en lui-même coûtera beaucoup trop cher, mais votre truc marchera bien, c'est super, mais derrière, il n'y a personne qui vous l'achètera. C'est ballot parce que du coup, vous n'aurez pas de rentrée d'argent et vous ne pourrez pas vivre de votre business. Donc, c'est super important d'être focalisé sur le marché. Aussi, et ce qui est super important, c'est parler de votre projet autour de vous. Parlez-en autour de vous, parlez-en à des experts, parlez-en à des membres de votre famille, parlez-en à votre petit frère si vous en avez un. Si vous arrivez à expliquer votre business à un enfant de 5 ans et qu'il arrive à le comprendre, c'est que vous le maîtrisez bien. Il faut savoir vulgariser son projet et surtout, en fait, c'est en ayant parlé déjà 1000 fois que vous arriverez à mieux déjà comprendre votre propre business. Et c'est comme ça que vous arriverez à savoir l'expliquer d'une manière assez pédagogique et non pas parler en termes techniques à des gens. Voilà, c'est savoir bien parler à n'importe qui, à n'importe quelle audience. Donc, contactez des experts parce qu'ils vous diront peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie et qu'il faut un peu pivoter. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est pivoter. Alors, autre leçon, testez votre produit autant que vous le pouvez. C'est-à-dire, faites des POC, des proof of concept, autant que vous le pouvez. Aujourd'hui, et c'est une devise chère à Elon Musk, alors dans le spatial, c'est un peu compliqué, mais lui, bon, il avait de l'argent, donc il l'a fait. Il a fait plein de fusées, il les a fait exploser. Bah, c'est super, mais ce qu'il a progressé ultra vite. Bah, bon, ça aide d'avoir de l'argent. Vous n'êtes pas Elon Musk, vous ne pourrez pas faire pareil, mais l'idée reste la même. Pay fast, learn fast. Apprenez de vos erreurs. Si votre truc n'a pas explosé quand vous l'avez essayé, bah, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux. Il faut que vous échouiez. Faut échouer dans votre manière de voir de votre techno. Essayez-la, faites-la exploser, faites-la cramer, faites-la pas marcher. C'est super, ça veut dire que vous avez été ambitieux et que derrière, vous en apprendrez plus. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et là, je sais que je parle de personnes françaises, en tout cas avec une éducation française, et que dans l'éducation française, on n'a pas trop tendance à penser comme ça, que c'est plus une mentalité américaine, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça permet d'avancer extrêmement vite. Et puis, n'ayez pas peur d'être multitâche. Moi, je me souviens de ça encore, on me disait, l'ingénieur doit être c'est pas polyvalent, enfin bon, adaptable, c'est vrai, d'abord c'est vrai, mais encore plus quand vous lancez dans l'entrepreneuriat. Moi, j'avais juste une formation d'ingé, alors certes, j'ai pu avoir un peu plus au côté business avec mon Master SP, mais derrière tout ce qui est droit, tout ce qui est RH, tout ce qui est même commercial, quoi, hein, j'ai pas fait une école de commerce non plus. Voilà, vous saurez pas tout faire, mais vous apprendrez à tout faire parce que en fait, vous n'aurez pas le choix. Vous serez vous seul, vous avec vos associés, et globalement, à moins d'avoir une dream team, il y aura plein de trucs que vous ne saurez pas faire. Et donc, il ne faut pas avoir peur de beaucoup apprendre aussi là-dessus.
Alors maintenant, des conseils un peu plus spatiaux, ou en tout cas, je dirais plus deep tech. Encore une fois, hein, je vous dis deep tech, c'est tout ce qui est projet de rupture avec un temps, on va dire, assez long, au moins 7-10 ans. Et là, quand vous allez aller chercher des fonds auprès d'investisseurs, eux, généralement, ils veulent une rentabilité en 5 ans. Ben, en 5 ans, vous n'aurez même pas fini votre technique. Donc, il faut savoir trouver des spin-offs, trouver des applications à court terme. Là, je vais reprendre d'autres exemples et plus appliqués aux ressources spatiales. Certains de nos concurrents veulent utiliser des petits robots avec de l'intelligence artificielle et miner la Lune. Alors, je dis concurrent, mais ça peut être du coup partenaire, parce que ensuite, eux, ils amèneraient le régolith lunaire qu'ils ont miné, et nous, derrière, on pourrait l'extraire. Mais, ok, c'est super, mais sauf que leur robot sur la Lune, il ne sera pas avant 10 ans. Comment est-ce qu'ils font? Bah, c'est super, ils vont l'utiliser dans des mines aujourd'hui sur Terre, par exemple en Australie. Ils vont utiliser leur robot dans des mines. Avec l'IA actuelle, c'est super, ça marche super bien, et ils ont un business terrestre qui est super. Et donc, pour aller chercher des investisseurs, ça les rassure plus. Donc, voilà, trouver des spin-offs. Discuter avec toute la chaîne de valeur dans laquelle vous serez. Encore une fois, vous ne serez pas Elon Musk. Vous ne pourrez pas fabriquer la fusée, fabriquer le pas de tir, fabriquer la constellation que vous allez envoyer avec votre fusée. Non, vous n'allez pas faire tout ça. Vous allez faire un élément dans votre chaîne de valeur. Nous, par exemple, quand on regarde ce que sont les ressources spatiales aujourd'hui, les ressources spatiales, c'est quoi? C'est d'abord aller faire de la prospection. Ensuite, c'est aller miner la ressource. Ensuite, c'est aller l'extraire. Ensuite, c'est aller la purifier. Ensuite, il faut la stocker, il faut la délivrer au client. Donc, de base, nous, on s'est dit, bon, on va tout faire. Super. Mais en fait, non, il y a genre 100 000 challenges à relever en même temps. Déjà qu'il y en a déjà des milliers sur ça. Là, on va pas tout accumuler. Donc, en fait, on se concentre aujourd'hui vraiment sur l'extraction. L'extraction et la commercialisation de ce qu'on a extrait. Bon. Et bah, du coup, ça, c'est en parlant avec les experts, avec des partenaires, des futurs partenaires, c'est en parlant qu'on a pu vraiment s'en rendre compte. Enfin, ouais. Donc ça, c'est un peu ce que je vous ai dit. Mais enfin, et surtout le plus important de tous, et ça, donc, du coup, ça vaut pour tous les projets. Soyez persévérants, soyez résilients, mais ne soyez pas obstinés. Ah, c'est super, merci du conseil, ok. Je vous le dis quand même, c'est super important. Des fois, alors on voit bien la différence entre la résilience et l'obstination, mais des fois, dans le feu de l'action, on ne sait pas trop si on est soit trop obstiné ou soit trop persévérant. C'est très difficile. Et pour ça, le mieux, c'est d'être entouré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même être un peu obstiné, mais avec et savoir s'en rendre compte quand on l'est. Si vous n'êtes pas persévérant, de toute façon, peu importe le produit que vous allez faire, il y en a plein qui vont vous dire ça ne va pas marcher parce que ceci, parce que cela, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Bon, vous allez rencontrer plein de personnes qui vont tout le temps vous tacler votre projet. Si vous êtes persévérant, bah, déjà, vous avez un bon avantage pour faire face à tout ça. Mais surtout, et c'est un très mauvais défaut, ne soyez pas obstiné. Si tout le monde vous dit que votre truc, enfin, votre système, votre solution, elle ne va pas plaire vraiment, elle ne répond pas à un besoin, réfléchissez-y. Si c'est un expert mondial qui vous dit, si c'est votre tante, si c'est quelqu'un qui est un spécialiste dans l'accompagnement de start-up, si c'est des gens avec des profils très variés qui vous le disent, posez-vous les bonnes questions. Et ça, vraiment, c'est super important. Alors, ma présentation arrive à sa fin. Et j'espère que, tout d'abord, j'aurais pu vous transmettre ma passion des ressources spatiales, que vous aurez pu comprendre pourquoi elles sont indispensables pour le futur de l'exploration humaine dans notre système solaire. J'espère aussi avoir pu vous donner un peu plus d'éléments concrets de ces startups, l'accompagnement de l'IPSA, comment il peut être efficace avec lui. Et puis, si je devais, au vu de tout ce que j'ai pu voir, et si je devais peut-être donner un conseil à l'IPSA par rapport à ça, ce serait il faut regarder le New Space. En ELS, on a été très, on va dire, très formé à tout ce qui est old space, faire des lanceurs, faire des satellites. Alors certes, on en aura toujours besoin dans le New Space, mais on n'avait pas vraiment cette vision New Space
faut parler des services en orbite. C'est le spatial de demain, les services en orbite, faire du refueling, faire du manufacturing dans l'espace, faire du débris removal, enlever les débris de l'orbite terrestre. C'est évidemment complètement, essentiel d'en parler et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Et aujourd'hui, ça manque de New Space en France. Il y a un master, il y a une de New Space, certes, qui existe d'ailleurs en collaboration, c'est en partenariat avec l'IPSA. Mais il faudrait pousser un peu plus ce domaine du New Space parce que 80% des IPSaliens qui feront du spatial bosseront dans une boîte du New Space et pas dans une boîte comme Thales, Ariane, Airbus, Space, voilà, les New Space. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci pour votre attention et puis surtout, j'espère que vous avez des questions. En tout cas, j'ai tout fait pour ouvrir beaucoup de portes. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Que ce soit sur cursus IPSA, cursus après IPSA, Startup, les ressources spatiales, Néamine, n'hésitez pas. Moi, j'ai une première question qui est très intéressante. Comment il y a 3 personnes qui ont rejoint votre projet, qui ne sont pas payées apparemment? Comment ça fonctionne? Moi et comme toute personne, en fait, donc déjà, les startups, quand on se lance, soit on se lance avec des économies, soit quand on est étudiant, on se lance avec plein d'idées et on n'a pas d'argent. Nous, c'est notre cas, on n'a pas d'argent aujourd'hui et aujourd'hui, là, je parle, je vis avec les économies qui ne permettront pas de survivre longtemps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vise une levée de fonds assez rapide. En fait, aujourd'hui, les personnes qui nous rejoignent, donc notamment dit que Vincent, je suis là, ils travaillent sur leur temps libre, finalement comme ce que vous faites aujourd'hui avec des assos. Ils travaillent sur leur temps libre en ayant conscience qu'ils travaillent et que leur investissement est un pari sur l'avenir et en sachant que leur place ensuite à l'avenir au sein de Néamine sera en bonne voie lorsqu'on pourra accueillir enfin nos premiers salariés et qu'on pourra enfin se payer. Donc voilà pourquoi ils nous ont rejoints et puis je pense aussi que, après je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense aussi que le projet les passionne et voilà. Après, ils ont des jobs de leur côté et ils travaillent encore une fois sur leur temps libre. Il n'y a que moi aujourd'hui au sein de Néamine qui suis à 100% à temps plein sur Néamine, même si on est en train, on va dire, en cours de recrutement d'un CTO associé, d'un directeur technique associé avec Néamine, qui lui aussi serait à temps plein avec Néamine. Donc voilà pour répondre à la question. Donc, réponse. Et tu as reconnu un IPSalien, les 3 le sont? Les 3 sont ça. Les 3 sont ça. Il y en a 2 de IPSA Toulouse. Il y a Luc qui était dans ma promo de l'IPSA. Oui, Luc qui était parisien et je suis avec Vincent qui était à l'IPSA Toulouse. Et du coup, qui sont venus pour la 4e et 5e année à Paris. Et puis même la 5e année qu'ils l'ont fait tous les deux dans le M2 New Space. Partenaire de l'IPSA. C'est très bien qu'il y ait une. C'est la preuve qu'on peut faire des belles choses à 2 campus. Tout à fait. Exactement. Et sur les levées de fonds, vous en êtes où et vous espérez combien? Je vais pas. C'est à 0? Non, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement combien on va chercher. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on va chercher à faire ce qu'on appelle le capital amorçage, c'est-à-dire on va aller chercher des fonds pour amorcer vraiment notre techno. On a vu, on a déjà quelques petits démonstrateurs, mais ça a été fait avec un budget assez restreint. Là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle une POC, une proof of concept vraiment solide de notre système pour pouvoir ensuite aller lever d'autres fonds. Parce que c'est ça, lever des fonds, pas lever des fonds une fois. C'est lever des fonds en seed, lever des fonds en série A, lever des fonds en série B, lever des fonds en série C. Parfois, ça va jusqu'à la série D, série E, et à chaque fois, ça augmente toujours plus. Globalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On va effectuer notre première levée de fonds. On l'espère pour, allez, je vais être très flou, courant 2024. Du coup, ça peut être comme dans 2 mois, comme dans 1 an et 2 mois. Mais globalement, on espère en 2024 pouvoir lever nos premiers fonds pour pouvoir justement commencer à accueillir des premiers salariés, peut-être des premiers stagiaires. Je sais que ça des alternants. Mais donc voilà. Voilà aujourd'hui.
Vas-y, frappez. Ça serait quoi Très bonne question. Et je ne vais pas répondre pour les raisons. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui est protégé avec, avec un brevet ou autre. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Mais globalement, on est en bonne voie pour commercialiser ça très rapidement et avoir nos premiers revenus dans quelques mois avec notre spin-off. En tout cas, on l'espère, si tout se passe bien. Il y a une question en ligne. Ouais. Pourquoi avoir fait un Master SP en école d'ingénieur, donc super-héros, et pas en école de commerce? Très bonne question. Alors, donc le master spécialisé que j'ai fait, il s'appelle MGPIE pour Management de projets innovants et entrepreneuriat. C'est un master spé qui était de base super-héros HEC. Pour des raisons que je ne vais pas aborder là, ça s'est divisé en deux. HEC a gardé leur truc de leur côté à Paris et super-héros ont gardé le truc de leur côté à super-héros. Donc en fait, il y avait, comme si c'était un accompagnement HEC, les profs sont les mêmes. Les cours étaient les mêmes. Et donc, globalement, ça a permis d'avoir quand même ce côté économique, business, dans une école d'ingénieur. Aussi, et pour parler en toute transparence, super-héros, c'est aussi une très bonne école d'ingé en France et reconnue à l'international comme telle, notamment dans le spatial. Et l'idée était aussi de pouvoir retrouver certains professeurs, certaines autres personnes qu'on connaissait déjà à super-héros. Et on savait qu'avec l'accompagnement qui pouvait être fourni là-bas, on allait pouvoir aussi faire notre premier démonstrateur, notre premier produit. Donc voilà, c'était pour toutes ces raisons-là qu'on a rejoint cette école-là. Après, voilà, il y en a énormément. Hein. Il y a des SET, il y a HEC, il y en a plein qui font des Master SP comme ça, mais le choix c'était porté sur super-héros. Vous avez une question? C'était sur le brevet, mais du coup, j'y ai répondu. Donc, on peut dire, ouais, c'est en cours. C'est en cours. Ça demande finalement aussi des petites dépenses, hein, mine de rien, c'est des dépenses. Aujourd'hui, on a un budget extrêmement limité en attendant notre élection. On devrait quand même pouvoir déposer le brevet là, mais bon, je m'engage à rien devant vous, mais voilà, c'est vrai que c'est actuellement en cours. Une campagne participative et dans les Français, donc ça arrive souvent dans les startups. Ouais, après, c'est vrai que quand on est participatif, généralement, donc on parle beaucoup de love money, aller chercher de l'argent auprès des proches. Néamine, parce que vous le savez, du coup, est un projet très risqué. Et je ne veux pas de brouille familiale, familiale. Je ne veux pas de l'argent de. Enfin, j'en veux bien un peu, hein, survivre de mes parents ou autres. Mais sur ce qui est vraiment de l'investissement dans le capital de la société, je n'ai pas envie après de voir des tensions familiales ou amicales qui créent. Donc, pourquoi pas un financement participatif, mais voilà, c'est. On y pense. Pourquoi pas. C'est une question. Des questions, non? Sur le pivotement, ça m'intéresse parce qu'au début, moi, j'étais resté effectivement à Minéo, je me rappelle très bien. Et là, on est juste sur l'extraction. Donc, vous êtes spécialisé et vous avez pivoté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la difficulté de pivoter? Ça a dû être difficile, je pense, d'accepter en fait. En fait, déjà, et c'est ce que je vous disais un peu avec mon dernier conseil, c'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Déjà, on était allé parler à plein d'experts, des experts mondialement reconnus sur les astéroïdes, sur les ressources spatiales, à l'ESA, en Chine, partout. Et tous nous ont dit qu'en gros, le besoin qu'il allait avoir rapidement à l'échelle spatiale, hein, c'est-à-dire dans 10 ans, ça va être l'oxygène liquide produit dans l'espace. Les métaux, aujourd'hui, il y en a encore à peu près suffisamment sur Terre pour survivre encore 10 à 20 ans. Bon, en 2050, il faudra produire je ne sais combien d'éoliennes, je ne sais combien de panneaux solaires, des voitures électriques et autres. Les métaux commenceront à manquer. Et c'est là où on pourra regarder vers l'espace. Mais en fait, en développant ces technologies pour un marché à plus court terme, qui est celui de l'oxygène liquide et de l'eau, plus globalement dans l'espace,
En allant développer les technologies pour ça, après, il y aura juste finalement à adapter ça à des métaux, ce qui coûtera moins cher et qui permettra d'être plus cohérent avec, on va dire, la design, enfin, le roadmap de différentes agences. Donc voilà. Donc, et ça a été super difficile de pivoter. Ça nous a pris un bon, je dirais, 3 mois. 3 mois où, en fait, c'était super bon. Dès le début, on nous a dit, quand on s'en est pris, mais je ne vais pas être vulgaire, mais vraiment plein la gueule, quoi. Hein, on s'en est pris vraiment de tous les côtés. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, tout le monde nous dit ça. Mais, enfin, je vois pas, c'est à eux qu'on va leur vendre nos ressources. Donc, allons-y. Ils nous disent qu'il y aura un marché là-dedans, on voit là-dedans. Mais en réalité, c'est super difficile de pivoter. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, même de startups établies qui ont déjà levé des fonds, il y en a beaucoup qui ne pivotent pas alors qu'elles devraient. Je n'ai pas d'idée de startup en tête, mais c'est vraiment super compliqué à faire parce que quand on s'est investi déjà 2-3 ans, on a levé des fonds avec une roadmap qui était claire sur ce sujet-là. Changer de roadmap, c'est pas évident. Donc, ouais, c'est quelque chose de difficile et c'est pour ça que l'accompagnement dès le début et de se faire challenger dès le début avant d'avoir non plus trop travaillé sur le sujet, c'est super enrichissant et super important. Je pense que c'est quelque chose qui est fait avec Startup, mais voilà. Tiens, tes questions. Oui, je t'en prie. Vous avez dit que vous êtes concentré sur surtout l'extraction d'oxygène. Est-ce que vous savez des pistes sur qui va s'occuper du reste? Oui, tout à fait. Entreprise ou potentiellement avec les agences spatiales? Alors, en fait, je vais parler de la Lune parce que c'est l'échéance la plus courte à venir. Sur la Lune aujourd'hui, déjà, vous en avez peut-être entendu parler déjà de missions privées qui envoient des landers pour déjà les se poser sur la Lune. C'est le premier pas. Aller sur la Lune. Il y a la prospection, aller chercher les ressources sur la Lune. Alors là, il y a des agences spatiales, et notamment l'agence spatiale indienne, qui avec sa mission Chandrayaan 2, 3, je ne me souviens plus, en 2009, qui a découvert qu'il y avait de l'eau au pôle sud de la Lune. La prospection est déjà un peu faite par ces acteurs-là. Ensuite, sur l'extraction, je vous en ai parlé de quelques-uns, il y en a qui prévoient vraiment d'utiliser des robots, d'aller creuser le sol lunaire et de ramener cette ressource-là. Il y a par exemple iSpace, Upworld ou d'autres. Sur l'extraction, il y en a certaines qui sont dessus. En Europe, il y en a très peu. Il y a une société belge qui s'appelle Space Application Services et puis il y a nous. Et on a une techno complètement différente de la leur et je pense, et on en est persuadé, après l'avenir le dira, mais que c'est la meilleure approche, celle qu'on a. Donc voilà, après sur la purification, le stockage et on va dire la gestion du fluide cryogénique, parce que c'est pas simple. Aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire, gérer du fluide cryogénique dans l'espace. C'est-à-dire pas qu'on va brûler en 5 minutes avec une fusée, parce qu'évidemment, la fusée, à un moment, on arrive dans l'espace, il y a de l'oxygène qui. Mais une fois qu'il faut le stocker plusieurs jours, plusieurs mois, personne ne sait le faire. Et surtout, faire des échanges de fluide cryogénique, personne ne sait le faire. Aujourd'hui, il y a des entreprises aux États-Unis, et puis il y a une entreprise en Europe, et en France, qui le fait, qui est Air Liquide, qui se spécialise un peu là-dedans. Alors, eux, c'est leur métier sur Terre, ils le font dans l'espace. Voilà, on sait qu'il y a des acteurs aujourd'hui sur cette chaîne de valeur, et c'est justement en parlant avec eux qu'on a pu voir que notre place était vraiment sur l'extraction. Là, je parlais de la Lune. Quand on ira s'intéresser aux astéroïdes, là, il y a déjà un peu moins d'acteurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être agrandir notre place en faisant, pourquoi pas, à la fois l'excavation et l'extraction en même temps, peut-être faire la gestion du fluide aussi. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs déjà qui sont placés là-dessus. Malheureusement, la plupart sont américains, asiatiques et pas européens. Et je pense que c'est une erreur, et justement, c'est notre approche en Europe du space, qui évolue certes, mais qui est encore loin d'être celle des Américains, et les financeurs qui sont très loin d'être ceux des Américains. Et il y a quelque chose à faire là-dessus pour justement maintenir la souveraineté de demain de l'Europe dans l'espace. C'est voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup, Thomas, pour cette conférence. Je vais essayer d'être aussi que. Voilà. C'est l'idée.
Merci à tous d'avoir été présents pour cette conférence. Et puis, c'est l'occasion de discuter avec Thomas si vous voulez développer un peu plus. Si vous avez d'autres questions, je suis encore là pour on va dire, faire une petite activité. Merci en tout cas. Et merci à Lisa de m'avoir accueilli aujourd'hui.